Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de Maternea TV, une émission pour vous, parents. Premier pas, vous nous regardez sans doute avec votre petit bébé dans les bras, votre cher petit nourrisson. Nous allons tenter de vous donner des conseils grâce aux meilleurs experts qui sont autour de moi, avec aujourd'hui des situations très concrètes, vous allez le voir. Pourquoi est-ce que mon bébé pleure? A-t-il faim? A-t-il mal? A-t-il sommeil? A-t-il peur? Faut-il le réveiller la nuit pour le nourrir? Est-ce une bonne idée de le coucher dans la même chambre que les parents? Bref, vous allez le voir, pleurs, nourriture, sommeil, comment bien répondre aux besoins de votre bébé. Nous sommes là pour vous aider et bien sûr aussi pour vous rassurer, notamment grâce aux experts qui sont autour de moi. Je vais d'abord vous présenter Martine Vermillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc puéricultrice dans le centre de PMI de la Fondation hospitalière Sainte-Marie à Paris, de l'Institut puéricultrice de Paris. La PMI, c'est vraiment un acteur très important de la toute petite enfance. Jackie Israël, vous êtes pédiatre à Paris, vous avez écrit de nombreux ouvrages. On va citer le dernier né, si vous le voulez bien, Bébé, dis-moi pourquoi tu pleures, tout un programme paru en 2012 chez RS. Bonjour Jackie Israël. Corinne Audinet, bonjour. Vous travaillez à Tours, oui. Vous êtes sage-femme et sexologue. Voilà. Bienvenue à tous. C'est vrai qu'un bébé, c'est à la fois un mystère, c'est à la fois une toute petite merveille qu'on a envie de protéger. Vous vous posez des questions, on va essayer d'y répondre tous ensemble. Avec vous, Jackie Israël, la première question, c'est vrai, finalement, ce petit être qui vient de naître, forcément, ça fait un petit peu peur, les parents découvrent une nouvelle situation. Les mamans se sentent un peu désarmées au départ, elles sont très heureuses d'avoir un bébé, mais elles se posent des tas de questions sur leurs compétences, elles se sentent totalement incompétentes, surtout si elles ont affaire à des puéricultrices qui sont très compétentes, et elles doutent énormément, mais finalement, elles finissent par trouver leur marque en quelques jours, et le doute, c'est quelque chose de positif, à condition de se dire qu'on va y arriver. Corinne Audinet, c'est vrai, il faut avoir confiance en soi, même si on est un peu désarmé. Il faut se faire confiance, et puis surtout faire confiance aussi dans son petit. Ils ont des capacités de communication énormes, et je pense qu'il faut savoir les entendre et les écouter. Petit à petit, ça va se mettre en place. Il faut se laisser le temps. Martine Vermillard, quelles sont les questions que vous posent les mamans, les questions les plus fréquentes qu'on vous pose justement dans ces tout premiers jours, toutes premières semaines? Eh bien, écoutez, lorsque les mamans, les parents, parce que les pères les accompagnent aussi souvent, donc viennent en consultation, c'est vrai que la préoccupation essentielle et principale, c'est la courbe de poids. C'est-à-dire est-ce que mon bébé va grossir? Voilà, est-ce qu'il grossit? Peut-être trop, pas suffisamment, ça reste vraiment la préoccupation majeure. Le deuxième souci, c'est effectivement tout ce qui est autour des soins du cordon. Alors là, c'est un problème quelque chose aussi. De très très nouveau, ça. On l'apprend à la maternité, mais oui. Bon, voilà. Je pense que les parents sont à la fois très impressionnés, parce que le cordon, c'est quelque chose d'un peu particulier pour eux. Et puis, justement, l'idée, c'est de profiter vraiment du séjour à la maternité pour le faire et le refaire avec le personnel. Donc ça, c'est quelque chose qui nous demande à la fois de regarder avec eux et de le refaire à nouveau, ce soin. Et je pense qu'ils ont besoin d'avoir confiance, en fait. C'est le mot-clé un peu tout au cours de cette émission. Ayez confiance en vous, croyez dans vos intuitions aussi. Oui. Jackie Israël, il y a quelque chose, c'est vrai, qui a du mal à être décrypté, c'est le pleur. Pourquoi est-ce qu'un bébé pleure? C'est la première chose qu'il fait quand il naît, il va continuer à le faire. Heureusement qu'il pleure. Alors le premier pleur, c'est un soulagement pour les parents, mais le pleur, c'est un appel, c'est le portable du bébé. Si le bébé ne pouvait pas pleurer, personne ne pourrait l'aider. Il est complètement dépendant de l'aide des parents, il ne peut rien faire sans eux, donc il est bien obligé de pleurer. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental et c'est une condition de survie de pleurer. C'est un appel à l'aide? Oui. C'est « je ne suis pas bien, j'ai faim, j'ai besoin de tes bras, j'ai envie de téter, j'ai envie d'être contre toi », tout simplement. Il sort de l'utérus et il a besoin de retrouver des repères, c'est ce qu'on appelle les attentes sensorielles. Il a besoin de retrouver la chaleur, d'être enveloppé, de retrouver l'odeur de sa mère et de retrouver tout ce qu'il a connu avant pour accéder à d'autres choses. Il ne fait pas de caprice à cet âge-là, quand il pleure? Un bébé ne fait pas de caprice. Un bébé lance des appels, mais le caprice, c'est une expression d'adulte. Corinne Audinet, c'est vrai, un bébé ne fait pas de caprice? Jamais de caprice, et même plus tard. Plus tard, il en fait un petit peu quand même. Non, c'est des tests, ils cherchent à comprendre, en fait. Donc, il faut savoir se positionner. Mais petit, il pleure parce qu'il a besoin. Donc, il ne pleure pas pour nous embêter, nous adultes, ça c'est sûr. Jusqu'à 3, 4, 5, 6 mois, il pleure vraiment pour lancer un appel? Mais même après. Mais même après.
Même quand ils sont plus grands, ça continue. Ils ont bien compris, en tout cas, qu'ils ont besoin de nous. Et c'est une façon aussi de nous appeler pour nous occuper d'eux. Dans ces cas-là, Martine Vermillard, le bébé pleure, on va le voir forcément, on lui parle, on le prend dans nos bras. Que fait-on pour calmer ce bébé ? Alors, tout dépend effectivement du bébé lui-même, de son tempérament et de ses réactions. Donc c'est vrai que l'idée, c'est que les parents observent cet enfant, et donc c'est ce qu'ils vont faire, et ils vont apprendre tout doucement à repérer un peu les comportements de leur enfant. C'est pas évident quand même de reconnaître un bébé qui pleure parce qu'il a faim, parce qu'il a sommeil. C'est un bruit différent, c'est une sonorité différente. C'est le décodage. Hein. Ouais. Tout est là, et je pense que si les parents sont parfois un peu démunis, c'est que tout le rôle essentiel au départ, ça va être ça. C'est de décoder un peu le langage du bébé. Et effectivement, les pleurs, c'est son langage. Jackie Israël, ça prend... Ils ont beaucoup de mal à décoder les pleurs les 2 premiers mois quand même. Mais Ou les décoder, mais eux non. Mais je pense que ce qui est important, c'est de dire aux mères et aux pères, puisque les pères sont très présents en maternité et durant leur congé de paternité, c'est que... C'est pas indispensable de comprendre les pleurs au début. L'important, c'est de répondre. Et je pense qu'au début, il faut faire et après, on peut comprendre. Donc, et vous dites 2 mois. Plus elles se laissent aller à leur envie de prendre le bébé dans les bras, de le nourrir, même si elles le nourrissent trop. Au début, ça n'a aucune espèce d'importance, puisque le bébé, lui, il a du plaisir à téter et puis ça le calme. Donc, les bras, la proximité physique, tout ça, ça calme. Et c'est ce qu'on appelle répondre à la demande, je pense. Oui, mais effectivement, après, il y a le prendre dans les bras, le bercer. Effectivement, finalement, les parents ont une espèce de checklist qu'ils vont pouvoir mettre en place. Ils tâtonnent, enfin voilà, chacun va y compris tout ce qui est autour de la faim. Est-ce que le bébé est suffisamment nourri ? Et puis parfois aussi, il y a besoin, les bébés ont besoin de téter. Il y a cette succion aussi qui peut aussi beaucoup les sécuriser. Donc la tétine, voire parfois, pour certaines mamans, on leur montre même à langer les bébés parce qu'ils ont besoin vraiment d'être contenus. Comme ils étaient dans le ventre de leur mère. Corinne Audinet, il y a vraiment une séquence qui touche quasiment tous les enfants. C'est les pleurs le soir, 18h, 19h, 20h en fin de journée. Est-ce qu'on sait pourquoi c'est un moment où le bébé pleure ? Alors c'est toujours un petit peu difficile de répondre à cette question. Souvent on se demande s'ils n'ont pas eu une surstimulation qu'ils ont du mal à intégrer, et en fait ils évacuent un petit peu tout ça de cette façon-là. Toute la journée qu'ils ont accumulé tout ce qui s'est passé, les visites, le bruit. Ils ont plein de stimuli, et tant mieux, parce que c'est ce qui va les faire grandir aussi. Et puis il y a des fois, ils ont du mal un petit peu à s'apaiser. Alors des fois ça peut aller, une fois qu'on les a bercés, coucounés, qu'on a cherché un petit peu tout ce qui pouvait leur faire du bien, c'est les accompagner en les remettant au lit, en disant là, tu vas te calmer tout seul, parce que moi j'ai tout essayé, je ne peux plus rien pour toi. Là, on laisse le bébé dans sa chambre. Voilà, on le laisse dans sa chambre, on dit je ne suis pas loin, je suis à côté de toi. Et voilà, quand c'est faisable, ça peut être une bonne astuce. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le tour, c'est-à-dire c'est difficile, on pensait faire de bien, et puis on a le droit de se tromper. Je crois qu'il faut, on tâtonne au départ, donc on essaye, on met en place. On ne va pas y arriver forcément tout de suite du premier coup. Il faut apprendre à son bébé. Jackie Israël, vous partagez cette idée de bébé le soir, c'est un peu l'effet cocotte-minute. Il en a tellement dans la tête que... C'est ce qu'on appelle aussi la phase d'éveil agité, c'est-à-dire que les moments d'éveil calme sont très courts dans les premiers mois de vie, dans les premières semaines de vie, et le bébé se calme en fait en tétant, et en général il s'endort en tétant, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais les moments d'éveil calme sont les moments de communication au moment du bain, du change et de la tétée. Et si un bébé reste éveillé trop longtemps, soit il pleure, soit il se rendort. Et le soir, il y a effectivement, je suis tout à fait d'accord, une sorte d'accumulation. Il peut y avoir une surstimulation des mères, c'est-à-dire que depuis que Françoise Dolto a dit qu'il fallait parler au bébé, il y a des mères qui ne font que parler au bébé, et que le bébé, lui, il a besoin de moments où on ne s'occube pas de lui. Mais c'est pas évident quand même pour une maman d'entendre son bébé pleurer. Vous disiez, Corinne Audinet, on le met dans la chambre, mais voilà, c'est difficile. Pas forcément. Moi, je suis un peu plus nuancé à l'heure actuelle. Je pense qu'il faut l'aider, il ne faut pas qu'il se sente seul dans ses pleurs. C'est-à-dire qu'il faut l'aider, et dans ces moments-là, pour les mères qui allaitent, j'appelle ça l'allaitement câlin. C'est-à-dire le bébé tète quelques minutes, il se calme. Et puis il y a surtout, puisque je suis un homme, l'arrivée du père. L'arrivée du père résout souvent les problèmes, parce que lui la solution, le papa n'a pas été là toute la journée, ou s'il a été là, il est moins fatigué que la mère. Il ne faut pas hésiter à passer le relais. Voilà. Aussi, et lui, en général, il arrive à calmer un peu ses pleurs-là. Parce que le risque, finalement, c'est l'épuisement. Voilà ton enfant, je vais faire un tour. Mais ceci dit, vous le dites en souriant, mais il faudrait le faire plus souvent. Voilà, accepter. Il faut accepter de ne pas être toute puissante vis-à-vis de son enfant, en fait. Et que le père peut avoir raison. Et que le papa, c'est magique. Parce que le risque, finalement, pour tous ces bébés, c'est l'épuisement de la maman
au début, on le caresse, au bout d'un moment, on a envie d'être plus agressive avec lui, sans arriver jusqu'au bébé secoué. On va parler un tout petit peu quand même. Voilà, c'est le risque, c'est de faire mal à son enfant. Alors, ça ne vient pas tout de suite, l'histoire des bébés secoués. C'est au bout de quelques mois, en général, quand les bébés sont très excitables, qui pleurent tout le temps, qui ne dorment jamais. On a effectivement envie que ça s'arrête. Donc, au lieu de le bercer, on le secoue. Et qu'est-ce qui se passe dans ce qui se passe dans la première année, il y a une sorte d'espace entre les méninges et le cerveau où passent des vaisseaux. Et quand on fait des mouvements de va-et-vient de la tête qui est très lourde, les vaisseaux se déchirent et ça provoque une hémorragie. Et en général, ce sont des bébés qui arrivent en coma, en neurochirurgie et qui ont énormément de séquelles. Donc, il faut faire très attention quand on berce un bébé ou quand on le secoue vraiment, parce qu'on en a assez. Dans ces cas-là, il faut vraiment passer le relais ou se faire aider par des puéricultrices à domicile. Justement, Martine Vermillière, voilà, c'est un moment où il faut demander de l'aide, pas forcément quand on en arrive là, mais déjà dans les premières semaines, quand on se sent un peu à bout, à qui on peut demander de l'aide? Eh bien, écoutez, l'idéal, c'est même dès la sortie de la maternité de se créer déjà un réseau où effectivement on pourra aller demander de l'aide si besoin. Donc ce réseau, ça peut être bien évidemment le pédiatre, la sage-femme qui peut aller au domicile, les puéricultrices aussi qui vont au domicile, ou et bien évidemment le centre de PMI. C'est trouver, je dirais, le professionnel avec qui on se sent tranquille, apaisé, et avec qui on peut mettre en place des liens de confiance. Confiance jusqu'à effectivement dire qu'il y a des moments où on est épuisé et qu'on est dépassé. Il faut oser le dire. Oui, vous intervenez à domicile, voilà, il faut que ces mamans osent le dire. C'est pas évident de reconnaître qu'on n'y arrive pas. Pareil, quand on les a au cabinet, notamment avec la rééducation du périnée, où elles viennent avec leurs petits, on discute et on se rend bien compte des fois que elles sont un peu en difficulté. Donc c'est les remettre en confiance, les rassurer, donner des conseils. Et souvent, les conseils, ça va être aussi faites-vous aider, forcément. Une autre grande question, on a parlé du pleur, il y a aussi le moment du sommeil. Voilà, on sait qu'il faut que le bébé dorme la nuit. On aimerait bien qu'il dorme la nuit. Or, un bébé ne peut pas faire ses nuits au bout d'une semaine. Jackie Israël, je ne me trompe pas. Alors, il y a deux phénomènes. D'une part, il y a sa maturité sur le plan du sommeil qui fait qu'il est dans des rythmes biologiques anténataux. C'est-à-dire qu'il a des cycles de 2 ou 3 heures et au mieux, il enchaîne quelques cycles de sommeil de 3/4 d'heure. Au pire, c'est une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis, il y a les bébés, actuellement, il y a de plus en plus de bébés qui régurgitent, des bébés qui sont excitables, qui n'arrivent pas à dormir, qu'il faut bercer tout le temps. Et ces bébés-là, c'est vrai qu'ils dorment très peu. Mais un bébé ne peut pas faire ses nuits à 1 mois. Il fait ses nuits à partir de 2 mois et demi, 3 mois, dans le 3e mois. Corinne Audinet, quelques petits conseils pratiques. On rappelle, voilà, température de la chambre, installation du lit, quelques petits conseils pratiques. Logiquement, c'est la turbulette en hiver. Pas de couverture. Pas de couverture, pas de couette. Plutôt 19 degrés dans la chambre, couché sur le dos, au calme, tranquille. Pas d'oreiller. Pas d'oreiller. Martine Vermillière, on le couche où ce petit bébé quand il est tout petit? On le garde dans la chambre des parents, on le met dans sa chambre. Il n'y a pas de règle absolue, évidemment. Chacun fait aussi un peu comme il veut, bien sûr. Mais quels conseils on peut donner à ce moment-là, sur les toutes premières semaines? Alors là, vaste débat. Le bébé dormir dans la chambre de ses parents. Oui. Écoutez, je crois que c'est vraiment en fonction du choix des parents. Mais pour beaucoup, quand même, ils préfèrent le garder près d'eux. Pas dans le lit, hein. Ça c'est une règle. Alors là, pourquoi pas? Quand ils ne dorment pas du tout et qu'ils arrivent à dormir qu'à côté de la mère et que la mère est complètement déboussolée, ça arrive. Hein, je veux dire. Et il y a eu des études faites qui montrent qu'un bébé qui dort à côté de sa maman a moins de risque de mort subite. oui. Mais à partir de quel moment on s'arrête de l'avoir tout contre soi? Parce que le risque, c'est qu'à 3 ans, ils sont encore dans le lit des parents. Non. Pour tout. La plupart des... Enfin, si vous voulez, je crois qu'il faut différencier un peu vraiment la première phase, c'est-à-dire le bébé nouveau-né, où les parents et lui doivent, si vous voulez, se connaître. Trouver les règles, les repères. Trouver les règles, apprendre la personnalité de l'un et de l'autre et savoir comment finalement chacun va répondre. Une fois que ça c'est un peu établi, après on peut s'éloigner. Après on peut éloigner l'enfant et du coup effectivement... Et tout le monde dort bien, chacun dans sa chambre. C'est 2 mois et demi en général, entre 2 et 3 mois. Voilà. C'est la période néonatale et la période du postpartum. C'est-à-dire, c'est ce que les psychanalystes appellent aussi la période d'accordage, c'est-à-dire de mieux se connaître. À partir du moment où on se connaît mieux, tout va mieux. Et effectivement, la crise de pleurs du soir, elle l'arrête à 2 mois et demi. Corinne Audinet, quelles erreurs faut-il éviter justement pour que son bébé dorme
dorme bien? On le disait tout à l'heure, pas trop, voilà, pas lui parler toute la journée parce que ça l'épuise. Quels autres petits conseils on peut donner? Après, on peut instaurer, finalement, j'ai l'impression, assez rapidement une espèce de rituel du soir. Ça vient assez vite sur une ambiance calme, le bain, le massage, une musique, le repas, l'endormi au sein, la musique douce, de la lumière pas trop flashy, pas la télé à fond, pas l'ordinateur à fond. Enfin voilà. Après, ça dépend comment les gens vivent aussi. Il faut respecter ça. Hein. Et puis, souvent, ils sont dans les bras une bonne partie de la soirée. Ils s'endorment sur le sein de la maman pour celles qui allaitent ou sur le biberon pour ceux qui sont au biberon. Enfin, il y a une espèce de transition. Mais c'est pas grave si on garde son bébé de 20h à 23h. On se dit mais jamais il s'endormira tout seul. Il vaut mieux qu'il soit rassuré dans les bras des parents et pour après mieux dormir derrière. Donc, s'ils sont bien rassurés au départ, ils sont sereins après. Autre vaste débat, Corinne Audinet, faut-il réveiller un enfant pour le nourrir la nuit? Alors non, s'il n'y a pas de souci particulier, vous n'aimeriez pas vous non plus être réveillé en pleine nuit pour manger. Donc les enfants, c'est pareil, il faut respecter leur rythme de sommeil. Et sauf problème vraiment particulier, dans ces cas-là, l'équipe médicale le signalera, on leur laisse la paix tranquillement. Vous confirmez, Martine Vermillard, on les laisse dormir? Oui, oui, absolument. Il ne faut pas les déranger la nuit. Non, non, même on profite de dormir pendant ce temps-là. Pour les bébés qui pleurent beaucoup, notamment le soir, est-ce que la tétine peut être une alternative que vous conseilleriez? Alors, je vais faire un petit tour de table. Martine Vermillard, chacun vous donnerait votre avis. Tétine ou pas tétine? Au Canada, ils appellent ça un pacificateur. C'est-à-dire que oui, ça peut, pour certains bébés, vraiment les aider à passer le cap. Après, tout dépend, je pense, comment les parents l'utilisent. C'est-à-dire, parfois, les bébés ont besoin de pleurer, on l'a dit. Et c'est un langage. Alors donc, l'idée, c'est de ne pas... les brider, quoi. Voilà, oui, arriver avec la tétine, pour leur mettre dans la bouche d'une manière systématique. Jacques Israël. Oui, c'est-à-dire que ça devient très vite un clou-bec. Oui, voilà. Moi, j'appelle ça un clou-bec. Par contre, je suis devenu beaucoup plus tolérant vis-à-vis de la tétine parce que je pense qu'il y a des bébés qui sont très excitables et qui se défoulent sur la tétine. Ça les calme et ça leur permet de s'endormir, justement, de se calmer pour s'endormir. Dans les premiers mois, il faut que le bébé soit calme pour s'endormir et c'est très difficile pour lui de s'endormir quand il est excité. Corinne Audinet, la tétine, il n'y a pas un risque pour le palais, je ne sais pas. Ça dépend comment ils tètent en fait. Il y a des suctions passives, des suctions actives. S'ils ont juste une tétée passive en fait, c'est juste pour les consoler, etc. Ils ne poussent pas avec leur langue sur le palais, donc il n'y a pas de souci. Et puis ils sont quand même très petits s'ils ont besoin. Il faut juste réguler effectivement la tétine pour pas que ce soit une habitude. Maintenant, quand il y a des gros besoins de succion, souvent ils ont des douleurs au niveau de la tête et les emmener chez l'ostéopathe va réguler parce que ça va les soulager. Parce qu'en fait, téter soulage. Et là, si on les soulage de leur douleur habituelle, ils vont devenir des tétouilleurs normaux, entre guillemets. Voilà. En tout cas, quelque chose qui va les soulager, évidemment. Vos bébés, c'est de manger. Alors, on ne va pas rentrer ici dans le grand débat biberon-allaitement. Néanmoins, parce que les femmes et les papas qui nous regardent se posent des questions. Biberon-allaitement, est-ce qu'aujourd'hui, voilà, il y a du pour, il y a du contre? Quels conseils on peut donner aux parents, Jackie Israël? Il faut que les mamans essayent déjà d'allaiter, mais il ne faut pas non plus céder à la pression d'allaiter à tout prix quand ça ne va pas. Et moi, je préfère qu'une maman donne un biberon avec plaisir que de donner le sein à reculons, c'est-à-dire avec une sorte de désagrément. Et le bébé sent tout ça. Donc, il y a des allaitements. Il faut profiter des premiers jours en maternité pour savoir si ça convient à la mère, si ça convient au bébé. C'est pas toujours simple, l'allaitement. Corinne Audinet, c'est vrai que c'est aussi un choix de couple. Il y a déjà le choix et la faisabilité de mettre au sein. Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il faut repartir. Je repartirai de la notion de plaisir. C'est est-ce qu'on pense avoir plaisir à donner le sein à son enfant ou pas, déjà. Donc, c'est vraiment une décision de la maman. Après, c'est vrai que si le papa est en phase avec sa décision, il va pouvoir la coacher, il va pouvoir l'aider, il va pouvoir la soutenir, parce qu'on a des périodes de doute, c'est pas toujours facile. Et donc, si le papa est en phase avec cette idée-là, c'est vrai que ce sera beaucoup plus simple pour cette maman. Et il pourra la supporter et faire ce que j'appelle la bulle maman-bébé. Et papa sera chapeauteur de cette bulle, en quelque sorte. Il protège des agressions extérieures. Et puis, à un moment donné, il sera peut-être initiateur du sevrage dans quelques temps. Aussi. Mais ça, c'est important aussi à l'entendre. Donc il faut pouvoir et le dire du point de vue des hommes et l'entendre du côté des mamans. Après, ça se négocie un peu. Une négociation au sein du couple. C'est entendu. Martine Vermillard, c'est vrai que pour les femmes qui choisissent l'allaitement, l'importance aussi des visites à domicile ou des premiers jours après l'arrivée à la maison pour des conseils, des douleurs, voilà, pas hésiter aussi à exprimer ces difficultés. Oui, parce que si vous voulez, l'allaitement, au départ, facile, oui, d'abord, oui, c'est pas inné. Et puis parfois, vraiment, les premiers temps, ça peut être assez compliqué. Compliqué du côté du bébé. Il y a des bébés qui ne savent pas bien téter au sein.
Et puis aussi compliqué du côté de la maman. Donc s'il y a vraiment une chose peut-être à retenir, c'est qu'il ne faut pas prendre de décision trop rapide. Par exemple, au bout de quelques jours après le retour de la maternité, dire j'arrête complètement. Vraiment. Et c'est là vraiment que les professionnels peuvent intervenir et vraiment aider énormément. Et on n'est pas une mauvaise mère si on arrête d'allaiter, je crois. Non plus. Oui, mais il y a encore des fantasmes quand même. Non, ça, si vous voulez, l'idée, c'est d'accompagner les parents dans leur choix. C'est-à-dire, si une maman qui souhaite allaiter, il faut vraiment qu'on puisse tout mettre en place pour la soutenir pour ça. Une maman qui souhaite donner le biberon, là aussi, c'est pareil. Et sur le biberon, donner aussi quelques conseils rassurants sur les laits qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce. Ce sont des bons laits, je veux dire, il n'y a pas de problème. Ils sont parfaits, les laits. Voilà. Ce sont pas des laits ce sont des laits qui sont dits maternisés, mais qui en principe apportent tout ce dont le bébé a besoin. Et il y a des mamans qui, effectivement, ont beaucoup plus de plaisir quand elles arrêtent d'allaiter. Mais ce qu'il faut préciser quand même, c'est qu'au début, c'est douloureux. Moi qui suis un homme, j'ai entendu des témoignages. Au début, c'est pas du plaisir, mais il faut arriver au plaisir. Sachant que ce moment de nourrir son enfant est aussi un moment où il y a du regard, du toucher. Voilà, c'est vraiment un moment extrêmement important de communication. Et je pense que ce qu'il faut préciser, c'est que les mères ont toujours peur que le bébé ressente tout. Le bébé ressent certaines choses, mais il ressent aussi, j'allais dire, il ressent des choses qui sont présentes, qui ne sont pas présentes tout le temps. C'est le désir dans les yeux de sa mère, de son père, la façon dont il est aimé, même s'il y a des moments où il y a des dérapages et tout, c'est pas dramatique. Je veux dire, au début, il y a beaucoup de faux pas dans la danse entre la maman et le bébé, et il faut compter 2-3 mois pour que la danse, on ne se marche plus sur les pieds. C'est ça l'accordage. Donc il faut du temps pour se connaître. Sachant que pour l'allaitement, c'est vrai que parfois le père peut se sentir exclu, peut-être dire au papa qu'il a d'autres moments où il peut s'occuper du bébé. Oui, il y a bien d'autres. Parce que la maman, elle passe quand même plusieurs heures par jour avec le bébé dans ses bras. Le papa peut se dire, mais moi, j'ai envie de m'en occuper aussi. Il y a d'autres moments, heureusement. Mais si vous voulez, c'est un peu, moi je dirais, le système des poupées russes. C'est le père qui soutient la mère qui elle-même va contenir son bébé. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Ouais. Donc le papa a une place essentielle aussi dans la dyade entre la mère et le bébé. Et le papa peut donner le bain, peut le changer. C'est qu'il faut que la maman lui ait aussi accès à son bébé. Ça, c'est clair. Voilà. C'est pas parce qu'on l'allaite qu'on l'a tout le temps pour soi. C'est pouvoir partager un petit peu. Et donc, à partir de là, il y a les câlins, les bains, les soins, les massages, la promenade, l'endormissement, et puis tout ce qu'il va pouvoir faire pour aider cette maman de façon à ce qu'elle puisse effectivement allaiter sereinement son enfant. Et puis quand le papa s'occupe du bébé, la maman peut se reposer et ma foi, c'est aussi bon pour elle. Dans cette belle image de contenant, le père qui contient la mère qui contient le bébé, j'ai l'impression en tant que pédiatre que la présence des pères, le fait d'être là, permet à certaines mères de ne pas plonger dans des états qui sont proches de la dépression. Absolument. Parce que justement, elles sont en prise avec leur histoire. Elles se mettent au niveau du bébé, donc elles puisent dans leurs ressources intérieures inconscientes de quoi nourrir ce bébé, pour s'en occuper alors qu'elles n'ont jamais appris. Donc, en faisant appel à tout ce qui est en elles quand elles étaient bébés, quand leur mère s'occupait d'elles, elles vont trouver les ressources, mais elles font remonter à la surface aussi des histoires difficiles. Et les pères, souvent, sont extrêmement... c'est important pour rassurer aussi. Pour ils donnent un contact avec la réalité et permettent à cette mère de ne pas plonger complètement. Sachez en tout cas que sur ces questions d'allaitement, de biberon, mais aussi sur les notions de courbe de poids, vous en parliez tout à l'heure, Martine Vermillière, vous retrouverez sur Maternea TV des reportages très concrets et très utiles pour vous aider à répondre à toutes ces questions. Chers experts, si on pouvait donner, pour terminer, un conseil ou une idée, un message à faire passer à ce papa et à cette maman, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner? Martine Vermillière, je commence par vous. Difficile. Se faire aider? Oui, alors, pas seul. Oui, bien sûr, se faire aider. Il y a des associations d'aide à la personne qui peuvent intervenir au domicile. Donc il y a la PMI, les puéricultrices, les sages-femmes. Oui, il y a aussi un métier qu'on ne connaît peut-être pas forcément, les techniciennes de l'intervention familiale et sociale. Absolument, qui font un travail absolument remarquable. Et donc, il y a ça. Mais je dirais, d'une manière un peu générale, si vous voulez, c'est peut-être être indulgent envers soi-même en tant que parent, puisque là, c'est une aventure, une belle aventure, mais avec parfois des côtés un peu complexes. Et un bébé idéal, ça n'existe pas. Un parent parfait non plus.
Et donc, bon, on avance doucement avec lui. On va s'accorder. Oui, voilà. Petit à petit. Moi, je trouve que les bébés sont assez tolérants aussi dans les essais, les erreurs que les parents peuvent commettre aussi. Corinne Audinet, un message peut-être ne pas forcément rester seule. Bon, parfois, il n'y a pas de papa aussi, donc ça complique un peu la situation. Mais une amie, une sœur... N'importe un fan club qui puisse vraiment soutenir cette jeune maman. Qui vient pour les premiers jours. Dans les premiers jours, et puis par la suite aussi, parce qu'ils vont être parfois malades. Et avoir un enfant qui fait ne serait-ce qu'une simple otite, qui ne dort pas de la nuit sur plusieurs nuits de suite, ça devient tout de suite plus difficile à gérer tout seul, par exemple, tout simplement. Et puis après, se faire confiance. Faire confiance dans l'enfant. On fait du mieux qu'on peut avec tout ce qu'on a reçu et avec tout ce qu'on a envie de donner. Et puis de toute façon, l'adolescence, ils nous en mettront plein la tête, les enfants. Se reposer aussi, Jackie Israël. C'est difficile c'est très difficile dans les premiers mois de se reposer, mais c'est vrai qu'il faut se poser sur la présence du père, sur son aide, que ce soit pour changer le bébé ou pour le prendre en charge. Mais moi, je dirais que ce qu'il faut, c'est accepter de ne pas tout comprendre, accepter de faire et de se dire que elles vont y arriver, et parce qu'elles ont en elles de quoi y arriver, et surtout ne pas lire. Moi qui écris des livres, au début, il ne faut surtout pas lire. Il faut qu'elles suivent leurs propres impressions, leurs propres envies. Je ne parle pas d'instinct parce que c'est beaucoup plus élaboré que l'instinct, et je pense que chacune trouvera son chemin, mais il faut, pour bien y arriver, il faut faire des faux pas, il faut se tromper, et si les bébés sont très indulgents... Profitons-en. On apprend de ses erreurs. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, à nos experts. Merci pour tous ces conseils. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour parler d'autres sujets sur Maternea TV. Je vous en donne quelques-uns. La relation mère-enfant, le retour à la maison, comment se développe votre bébé. Et je vous rappelle que vous pouvez revoir tout ce qu'on s'est dit là tranquillement sur le site internet. À très bientôt sur Maternea TV.